Depuis des décennies, le monde de la préparation physique impose un choix un peu impossible en fait. Ouais, le fameux compromis, c'est ça. Exactement. Soit on cherche la souplesse extrême, genre un gymnaste, soit on vise l'explosivité pure, comme un sprinter. C'est clair. Mais avoir les deux en même temps, ça a toujours semblé complètement impossible d'un point de vue physiologique. C'est le grand paradoxe de la performance, quoi. Voilà. Ok, décortiquons ça un peu pour ceux qui nous écoutent. C'est, tu sais, c'est le dilemme classique de l'élastique industriel. Si on veut que cet élastique claque violemment, avec une grosse puissance immédiate, Il doit rester super tendu et rigide. c'est ça. Mais si on les tire de force pendant, je sais pas, de longues minutes pour l'assouplir, qu'est-ce qui se passe quand on le lâche? Ben, il pend lamentablement. Ouais, il a gagné en longueur, certes, mais il a complètement perdu son ressort. Sa capacité à restituer l'énergie d'un coup sec, elle a disparu. Et en biomécanique, le muscle humain a longtemps été perçu exactement comme ça. On disait aux athlètes de choisir avant même d'entrer sur le terrain. C'est fou quand on y pense. Et c'est ce qui nous amène à la mission de notre exploration d'aujourd'hui. Et s'il y avait une faille dans ce système? Une sorte de piratage physiologique. Exactement. Et s'il était possible de maximiser l'amplitude d'un muscle sans sacrifier la moindre once de puissance explosive? Pour répondre à ça, on va se plonger dans une étude académique super rigoureuse, publiée en 2024 dans le Journal of Sports Science and Medicine. Ah oui, l'étude canadienne. Ouais. L'article s'intitule très précisément The Effects of Static Stretching 2 hours prior to a traditional warm-up on performance. C'est un travail mené par Ashley Shah, Mohammad Mahdi Barami, Martha Sadroudian et David G. Bem de la Memorial University of Newfoundland au Canada. Ce qui est fascinant ici, c'est que ces chercheurs s'attaquent vraiment à la racine du problème. Parce que, pour bien saisir la portée de cette étude, il faut d'abord comprendre pourquoi notre fameux élastique humain perd son ressort. C'est pas juste une question de tissu détendu, si j'ai bien compris. Non, pas du tout. Et c'est ça qui est dingue. La baisse de performance, elle est avant tout neurologique. Le corps, il se contente pas de subir l'étirement. Il réagit pour se protéger. Attends, donc c'est pas le muscle qui devient mou, c'est le système nerveux qui panique? En quelque sorte, ouais. Quand on maintient un étirement très profond pendant plusieurs minutes, on provoque une désensibilisation massive de ce qu'on appelle le réflexe du fuseau neuromusculaire. Le fuseau neuromusculaire, c'est le capteur sensoriel, c'est ça? C'est ça, c'est un petit capteur enfoui dans le muscle. En gros, il détecte la vitesse et la longueur de l'étirement. En temps normal, si ton muscle s'allonge d'un coup, ce capteur hurle au cerveau de contracter le muscle tout de suite pour éviter la déchirure. Ah, et c'est ça qui crée le rebond naturel? Exactement, le fameux ressort. Mais avec un étirement statique très lent et très long, on endort complètement ce capteur. Il devient totalement silencieux. Mais il me semble qu'il y a un autre mécanisme en jeu, non? Un truc encore plus profond au niveau de la moelle épinière. Les chercheurs parlent de courant électrique qui se coupe. Voilà, c'est le cœur du problème. La littérature scientifique montre que les étirements statiques prolongés suppriment ce qu'on appelle les courants entrants persistants. Ok, c'est un peu technique. Pour visualiser le truc, il faut imaginer ces courants comme un amplificateur intégré à la moelle épinière. Quand le cerveau veut faire un saut, il envoie un signal de base. Cet amplificateur multiplie le signal, disons par 5, avant de toucher le muscle, ce qui donne la contraction explosive. Et du coup, l'étirement prolongé éteint cet amplificateur. Littéralement. Le cerveau envoie toujours son petit signal de base, mais il n'est plus du tout multiplié. Le muscle reçoit un chuchotement au lieu d'un ordre hurlé. D'où la baisse de force. C'est brillant de la part du corps pour se protéger, mais c'est catastrophique pour un athlète qui va concourir dans la minute. C'est clair. Et sachant que cet amplificateur est coupé par l'étirement, la seule solution pour contourner le problème, c'est pas de changer la façon de s'étirer, c'est de manipuler le paramètre du temps. Dissocier l'étirement de la performance. J'imagine que c'est de là qu'est partie l'équipe canadienne. La déduction est parfaite. Ils se sont posé une question super audacieuse. Combien de temps il faut à cet amplificateur pour se rallumer? Et surtout, si on attend, est-ce que le muscle va perdre la souplesse qu'il vient de gagner? C'est un sacré pari. Décortiquons un peu le protocole de cette équipe, parce qu'ils n'y sont pas allés de main morte. Ils ont recruté 17 jeunes adultes en bonne santé, des gens qui font du sport de façon récréative. 9 femmes et 8 hommes, c'est ça? Ouais, super bien équilibré. Et ils ont fait une conception à mesure répétée. Ça veut dire que chaque participant ait son propre point de comparaison. Un jour, ils font un échauffement normal de contrôle, et un autre jour, ils subissent le protocole complet.
Et le mot subir est vraiment approprié. On ne parle pas de toucher ses orteils pendant 30 secondes là. Ah non, pas du tout. Ils ont enduré des étirements statiques intenses, 4 séries de 45 secondes pour les quadriceps et pareil pour les ischio-jambiers. Donc 3 minutes pleines de tension maximale par groupe musculaire. Voilà, en allant chercher le point de douleur tolérable. Un volume parfait pour garantir l'extinction totale de ces fameux courants entrants persistants. À ce stade, si on leur demandait de faire un sprint, ce serait une catastrophe. Mais c'est là que ça devient fascinant. Les chercheurs ne les font pas courir. Ils leur disent juste « asseyez-vous et attendez Et pas juste 5 minutes. ». 2 heures. 2 heures entières. 120 minutes où les participants restent au labo, lisent, scrollent sur leur téléphone, repos complet. Et ce n'est qu'après cette longue pause qu'on les soumet à un échauffement dynamique de 10 minutes avec du vélo et des mouvements actifs avant les tests. Cette attente de 2 heures, c'est vraiment le pivot de l'étude. Mais pour prouver que ça marche, ils devaient mesurer l'invisible, tu sais. Écouter les signaux du cerveau et évaluer la mécanique pure. D'où la mesure de la contraction isométrique volontaire maximale, la CIVM. Exactement. En poussant de toutes ses forces contre un capteur fixe, on évalue la force brute sans aucun élan. Et pour l'amplificateur de la moelle épinière, pour voir s'il s'était rallumé pendant ces 2 heures, ils ont utilisé l'électromyographie, l'EMG. Ouais, des électrodes sur la peau pour écouter le bavardage électrique du système nerveux, pour voir si le signal était redevenu fort. Ils ont aussi mesuré l'amplitude de la hanche avec un goniomètre électronique pour être précis au degré près. Et pour la puissance réelle, la fonction, ils ont testé des sauts verticaux. Le saut avec contre-mouvement et le saut en contrebas. Pour évaluer la capacité à absorber un choc et à rebondir. La mise en place est super rigoureuse. Totalement. Alors, la grande révélation, et c'est pour ça qu'on fait cette plongée en profondeur aujourd'hui, c'est que les données montrent une victoire absolue. Le délai de 2 heures a fonctionné à la perfection. Aucune baisse de performance. Non. 0. La force CIVM est restée intacte. L'activité électrique EMG est revenue à la normale. Et la hauteur des sauts était strictement identique à la session de contrôle sans étirement. C'est fou. Ça prouve vraiment que le déficit causé par l'étirement statique, c'est purement transitoire. Le système nerveux finit toujours par retrouver son équilibre, son homéostasie si on lui donne le temps. Les 2 heures ont suffi pour réinitialiser la commande électrique. Mais attends, il y a un truc illogique là-dedans. Si la neurologie revient à son état normal de repos, pourquoi le muscle ne peut pas pareil? Bonne question. Mais oui, comment on garde la souplesse si le corps s'est réinitialisé? Parce que le goniomètre a prouvé qu'ils avaient gardé un gain significatif d'amplitude, environ 4 à 5%. C'est là qu'il faut parler de la biologie des tissus. Et d'un phénomène génial qui s'appelle la thixotropie. Le secret, c'est pas juste l'attente, c'est l'échauffement dynamique de 10 minutes après. Ah, le vélo et les mouvements actifs. Ouais, nos muscles sont entourés d'un fascia, un réseau conjonctif qui contient une sorte de gel riche en acide hyaluronique. Un peu comme ces fluides qui changent de texture quand on les agite. C'est exactement ça la thixotropie. Imagine un pot de miel cristallisé ou du ketchup. Au repos, c'est visqueux, presque solide. Mais si tu le secoues ou que tu le chauffes, ça devient fluide. Et le fascia réagit pareil à la chaleur de l'échauffement. Tout à fait. L'étirement de 3 minutes a physiquement allongé le tissu. Pendant les 2 heures, le système nerveux a récupéré. Et après, l'échauffement dynamique a fait monter la température et créé un brassage mécanique. Le gel est devenu fluide. Donc, on garde la longueur acquise 2 heures plus tôt, mais sans aucune résistance interne et avec un système nerveux prêt à exploser. C'est le piratage parfait. Et un piratage qui transcende même la biologie individuelle. L'étude a aussi analysé les différences de genre par rapport à ces gains d'amplitude. Ah, intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Les données montrent que les femmes de l'étude avaient une amplitude de mouvement absolue nettement supérieure à celle des hommes. Vraiment très marquée. Ce qui n'est pas très surprenant en soi. La littérature documente bien que les tissus féminins ont une rigidité passive inférieure à celle des hommes. Ouais, l'architecture du collagène, les hormones, tout ça rend les structures plus compliantes. Mais la vraie découverte ici, c'est qu'il n'y a eu aucune interaction entre le sexe et l'effet du protocole. Ça veut dire que même si les femmes partent de plus haut en souplesse, l'intervention des 2 heures a eu le même effet proportionnel d'amélioration chez les hommes. Exactement. Le mécanisme thixotropique nerveux est universel. C'est une super nouvelle pour l'application générale. Mais bon, soyons critiques une minute. La science de labo, c'est beau. Mais sur le terrain, imposer 2 heures de repos complet, c'est un sacré luxe. C'est sûr.
Imagine un championnat d'athlétisme. Série le matin, demi-finale l'après-midi, finale à 17 heures. C'est chaotique. Ce protocole semble logistiquement impossible quand le chrono dicte tout. La logistique, c'est l'ennemi de l'optimisation, c'est clair. C'est une limite majeure, mais il y a une autre limite soulevée par les auteurs, l'échantillon lui-même. C'était 17 sportifs récréatifs, pas des athlètes olympiques. Et la mécanique d'un amateur versus un pro, ça change l'impact de l'étirement, non? Énormément. Surtout pour le cycle étirement-détente. Le fameux effet ressort quand le muscle s'allonge vite avant de se contracter. Ouais. Chez un sprinter de niveau mondial, ça se joue en millisecondes. Son tendon d'Achille doit être ultra rigide pour transférer la force au sol. Si on fait ce protocole d'étirement extrême, même avec 2 heures de repos, il pourrait rester une infime laxité dans le tendon. Une souplesse microscopique qui gênerait pas un amateur, mais qui déréglerait un pro. C'est comme assouplir la suspension d'une voiture. Sur l'autoroute, c'est confortable, mais sur une Formule 1 conçue pour être hyper rigide, on perd en adhérence directe. L'analogie est parfaite. Un sportif de haut niveau a une marge d'erreur biomécanique quasi nulle. Pour nous, l'échauffement dynamique compense. Pour l'élite, il faut de la prudence et d'autres études spécifiques. Bon, alors, si c'est pas idéal pour un tournoi rapide ou pour les sprinteurs olympiques, c'est quoi le cas d'usage parfait? Il faut un événement à heure fixe, non? Le monde du spectacle, par exemple. C'est le laboratoire idéal pour ça. Ah oui? Prenons un danseur étoile. Il doit faire des sauts incroyables et des grands écarts en l'air. Son entrée en scène est à 20 heures précises. Avec cette science, il fait ses étirements profonds à l'hôtel à 18 heures. Voilà. Il laisse les fuseaux s'éteindre. De 18 à 19h30, il se repose, mange, s'habille. Le système nerveux récupère. À 19h30, échauffement dynamique pour fluidifier le fascia. Et à 20 heures, il entre en scène avec une amplitude maximale et 100% de sa puissance de saut. C'est la chorégraphie physiologique parfaite. Et ça marche pour un spécialiste d'arts martiaux ou un gymnaste qui connaît son ordre de passage exact. Dès qu'on maîtrise le temps, on sépare l'amplitude de la puissance. Ça amène vraiment à réfléchir sur notre vision globale de la préparation physique, tu ne trouves pas? Complètement. Pendant des années, on a traité le corps comme une machine à réaction immédiate. On s'étire juste avant, on s'échauffe juste avant, on mange juste avant. Mais si un simple délai de 120 minutes permet de pirater un truc aussi profond, on est dans le droit de se poser des questions provocatrices. Sur tous les autres dogmes de timing. Absolument. Quelles autres routines qu'on croit intouchables sont basées sur de mauvais timings? Est-ce qu'on ignore la capacité du corps à stocker des bénéfices sur plusieurs heures? Que ce soit la nutrition, la chaleur, la préparation mentale, si on traite le corps comme une mijoteuse plutôt qu'un micro-ondes, le potentiel est énorme. C'est un changement de paradigme total. On passe de « que faire dans les 10 minutes avant » à « comment j'orchestre ma demi-journée ». Et c'est là que cette étude de 2024 prend tout son sens. C'est évident. Pour tous les passionnés qui veulent comprendre cette mécanique complexe, on vous recommande fortement de lire l'article original. Cherchez l'étude de Chaillet, Barami, Sardroudienne et BM. Regardez les données électromyographiques, c'est fascinant de voir comment la force a été isolée. C'est une vraie leçon de méthodologie. Ouais, lisez les données brutes, aucun résumé pour remplacer ça. Et pour être certain de ne manquer aucune de nos prochaines explorations en profondeur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. On a hâte de continuer à démonter les mythes de la performance avec vous. On se retrouve très vite. Au final, le secret d'une flèche dévastatrice, c'était pas de choisir entre l'élasticité et la tension, c'était juste d'avoir la patience de laisser le corps faire son œuvre.